Alors, je suis ravie d'animer cette conférence pendant 1 heure. Je suis d'autant plus ravie que la thématique est passionnante. Tous ces métiers qui, a priori, ne sont pas pour nous ou ne seraient pas pour nous les femmes, que l'on exclurait et qui seraient au contraire des endroits de développement personnel et de progression. C'est ce dont on va parler. Donc, pour parler de ces métiers, 3 personnes ici ont décidé de vous partager. Alors, je leur ai demandé de faire quelque chose de très intime, c'est-à-dire vraiment parler avec leur cœur et leur tripes et pas trop avec leur tête, hein, pour qu'on ait cette expérience-là qui est la leur. Parce qu'il n'y a pas plus riche que l'expérience personnelle pour transmettre et pour impacter. Donc, c'est un peu l'état d'esprit. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait beaucoup de bienveillance dans cette salle pendant cette conférence. Vous allez pouvoir poser des questions parce que ce n'est pas un exercice auquel elles sont forcément habituées. Je dis elles parce que, en tout cas, j'ai vu Maëlane et Laura avant. Et Alexandre, il est un peu plus habitué. Voilà, donc beaucoup de bienveillance par rapport à cette conférence. Donc, Laura, elle est chef de projet chez EDF. Donc, elle va vous raconter un petit peu son métier. Maëlane, elle est conductrice de travaux chez Eiffage, donc dans le bâtiment. Quant à Alexandre, lui, il est directeur de la Maison de l'Industrie. Voilà. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les 3, c'est d'où vous est venue cette idée-là, à un moment donné, d'être chef de projet dans le nucléaire, conductrice de travaux, et puis bon, être dans l'industrie qui est un peu plus dans une lignée masculine. Ça nous intéresse de savoir, Alexandre, le petit garçon que tu as été et quels étaient tes rêves. Donc, on va partir de là, hein, qui j'étais et comment j'en suis arrivée là. Tu veux commencer, Avec Laura ? plaisir. Allez, vas-y. Donc, quand j'étais à l'école, moi, ce qui me passionnait, c'était tout ce qui était physique-chimie. Voilà, c'était la matière qui m'intéressait le plus. Donc, j'ai continué les études un petit peu en suivant cette filière. J'ai fait des classes préparatoires et puis une école d'ingénieur en mécanique énergétique. Et là, la grande chance que j'ai eue, c'est que mon école permettait de partir à l'étranger pour notre dernière année d'études. Donc j'ai pris cette occasion et puis je suis partie aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'ai découvert une façon un peu différente de voir les choses. Donc contrairement en France, on est vraiment sur voilà le type de choses qui m'intéressent. Sciences, littérature, économie, technique. Et puis, on nous donne les classes qui vont avec. C'est un peu la formule menu. Et quand je suis partie aux États-Unis, c'était à la carte. Donc là, intéressant, j'ai pu choisir un petit peu les matières que je voulais faire. Je me suis dit, on va prendre cette opportunité et puis je vais regarder des choses que je peux trouver intéressantes que je n'ai pas pu voir en France. Et un de ces modules, c'était nucléaire. Je me suis dit, allons-y, ça a l'air intéressant, ça a l'air fascinant. Nucléaire, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière le mot, à part ce qu'on voit un petit peu tous, ça restait quand même assez mystérieux. Donc j'ai pris ces classes de nucléaire et puis je me suis dit, mais c'est génial en fait. C'est super, puisqu'il y a 2 aspects en fait qui m'intéressent. Le premier, c'est l'aspect scientifique, cette réaction nucléaire. Donc ça va parfaitement avec la petite scientifique que j'étais. Et puis, je suis quelqu'un qui a tendance à vite se lasser. Moi, répéter la même chose, qu'on me parle encore et toujours de la même chose, au bout de 5 minutes, j'en ai marre.
Et la chose très intéressante avec une entreprise comme la nôtre, une centrale nucléaire, c'est qu'on a une centaine de métiers différents. On est une vraie petite ville. On est toujours à travailler les uns avec les autres. On a tous besoin les uns des autres. Donc vous découvrez des nouvelles choses tous les jours. Ça fait 11 ans que je suis dans cette entreprise maintenant et j'en apprends encore tous les jours. Et je ne me suis toujours pas lassée. Merci. Voilà. Alors ce qu'on peut garder, c'est n'ayez pas peur du mystérieux. N'ayez pas peur de ce que vous ne connaissez pas quand vous choisissez un métier. C'est pas parce qu'on ne connaît pas, c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on se fermerait des portes en fait. Tout est à découvrir en faisant. Hein ? Exactement. Oh, c'est chouette, merci. Maëlane, toi, comment tu es arrivée conductrice de travaux ? Parce que tu as quel âge, Maëlane ? J'ai 23 ans. Voilà, 23 ans, conductrice de travaux. Donc, ça nous intéresse quand même de savoir comment on arrive conductrice de travaux. Vas-y, Maëlane. Alors moi, quand j'étais jeune, enfin, quand j'étais enfant plutôt, je voulais pas du tout travailler dans cet univers-là. Je voulais être boulangère, donc vraiment à l'opposé. Et puis, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Donc voilà, et puis après, bon, j'ai vite oublié cette idée. Et au collège, quand on cherchait ce qu'on voulait faire, je pense qu'au collège, on se pose un petit peu tous la question. En cours de technologie, on a fait un projet où en fait, on avait un cahier des charges, donc des exigences à respecter. Et on devait construire une maison à partir d'anciens containers maritimes. Donc on devait d'abord concevoir la maquette sur un logiciel de conception qui s'appelle SketchUp. Et ensuite, on devait créer la maquette. Donc, on était par équipe de 6 et on devait créer la maquette avec du plastique, etc. On avait des machines pour le plier, etc. Donc, on a fait vraiment la maquette. Et en fait, en découvrant un petit peu tout ça, c'est là que je me suis dit, OK, en fait, cet univers-là, le BTP de façon générale, que je ne connaissais pas vraiment parce que dans ma famille, personne vient de ce milieu-là. Je me disais, ok, c'est intéressant à creuser, etc. Et donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les études, sur les débouchés, etc. Ça m'a beaucoup intéressée et donc du coup après, à partir du lycée, donc j'ai fait un bac S avec la spécialité sciences de l'ingénieur, donc pour m'intéresser un petit peu plus du coup à tout ça. Et ensuite un DUT génie civil suivi d'une licence et d'un master management de projet BTP. Qui se passait en alternance. Donc en fait, tout au long de mes études, moi, ce qui m'intéressait, ça n'a pas été directement la conduite de travaux, parce qu'en fait, il y a tellement de métiers dans le BTP que c'est pas évident de trouver tout de suite. Donc je suis passée par la case architecte, comme beaucoup de gens, j'imagine. Après, être dessinatrice, donc faire les plans, etc. Et après, avec mes stages, etc., et puis à l'école, en découvrant plusieurs métiers, j'ai découvert du coup la conduite de travaux, dans laquelle j'ai fait mon dernier stage d'IUT. Et ensuite, j'ai pu continuer en alternance là-dedans. Et en fait, c'est vraiment ça qui me plaît. Voilà. Merci Maëlane. Donc ce que nous dit Maëlane, c'est qu'en fait, on découvre en faisant. C'est celui qui fait, qui sait, qui comprend, qui intègre. Donc ça commence par le faire, ça commence par la première petite marche, le premier petit pas, et aussi se ressentir cette zone de plaisir que tu évoques très très bien, Maëlane. C'est quand on fait les choses par plaisir, on a envie de faire d'autres choses et on s'ouvre et on avance comme ça. Donc c'est très bel exemple de progression comme ça, de découverte. Merci. Voilà. Parce que franchement, personne ne sait à 15 ans qui a un plan à 15 ans jusqu'à la fin de sa carrière. Voilà, donc c'est bien d'avoir cette philosophie-là en tête. C'est à n'importe quel âge, on fait, on découvre, on avance. Alexandre, donc toi, alors, moi, un beau parcours, oui, certainement. Je pense que je vais être moins utile à l'Assemblée dans l'exemplarité du parcours. Par contre, je vous remercie toutes les deux parce que c'est très éloquent, je trouve, la manière dont vous parlez de ce qui vous a finalement orienté dans les métiers que vous occupez aujourd'hui. Mais je vais avoir peut-être plus d'intérêt pour vous à apporter des messages plus généraux, puisque moi, je travaille pour une organisation professionnelle qui représente les industriels. Et donc le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est que vous soyez bien convaincus en sortant de cette salle que quel que soit son parcours et quel que soit son profil,
on a de quoi trouver sa voie et s'épanouir dans l'industrie, et en particulier quand on est une femme, et on reviendra sûrement sur le sujet, parce que c'est peut-être contre-intuitif pour un certain nombre d'entre vous, mais il y a beaucoup d'opportunités pour les femmes dans les métiers industriels, et beaucoup d'attrait à y trouver certainement, et vous avez tous les atouts qu'il faut pour y réussir. Donc je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir et pas se créer. Alors parce qu'il y a le plafond de verre, il y a les parois de verre. Les femmes se restreignent en termes d'orientation on est dans un bon bocal des fois, voilà, on voilà, met même un couvercle sur le bocal en plus. Donc là, c'est pas le plafond, mais c'est plutôt la paroi, c'est-à-dire oser penser aussi à des métiers auxquels vous penseriez peut-être ne pas être fait pour. Et je trouve que de ce point de vue-là, les témoignages qu'on vient d'avoir sont assez éloquents. Après, Alexandre, il y a une vraie réalité. Cette vraie réalité, c'est que ça a toujours été des métiers d'hommes. Donc, il faut reconditionner aussi, reformater une pensée. Alors oui, c'est une réalité. Parce que il faut, c'est un peu une injonction, etc. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est est-ce que tu peux nous expliquer, Alexandre, en fait, ce qu'il est en train de se passer dans les industries? Quelles sont cette prise de conscience? Parce que toi, tu es un homme, tu es arrivé dans un milieu d'hommes. Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans ce milieu qui fait que tu peux leur dire « oui, allez-y, allez-y ». Alors oui, c'est une réalité. Non, ça n'est pas une fatalité. Donc il y a des choses qui sont en place. Alors c'est une réalité dans l'industrie aujourd'hui en France, dans les personnes qui travaillent pour l'industrie de la métallurgie que je représente, il y a 23% de femmes. 23% de femmes, donc c'est en effet des postes qui sont majoritairement, des emplois qui sont majoritairement masculins. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans ces 23% de femmes, si on passe sur les métiers techniques et technologiques ou de production, on passe à 15%. Donc on voit bien qu'il y a certains métiers sur lesquels les femmes ne candidatent pas. Je vais donner un autre exemple. Donc ça, c'est l'état de l'emploi. Nous, dans la métallurgie, on s'est donné un objectif de gagner 10 points en 10 ans sur la féminisation des métiers. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a 23% de femmes. L'objectif, c'est que dans 10 ans, il y en ait 33. Donc ça veut dire, en termes de flux de recrutement, évidemment, augmenter de façon plus importante les flux de recrutement pour avoir un effet massif de 10 points sur les... Alors, ce n'est pas des très jolis mots, mais sur les stocks, si je puis dire, sur les emplois en place. Il faut avoir une politique volontariste en termes de recrutement. Et il y a un challenge important de ce point de vue-là, puisqu'on a un job board national qui s'appelle l'Industrie Recrute, sur lequel je vous invite à aller regarder ce qui s'y passe. Dans les candidatures féminines, sur les postes qui sont employés, il y a 33% de candidatures féminines, donc un tiers de candidatures féminines sur l'ensemble du job board. Et sur les métiers techniques, c'est 17%. Donc quand on ouvre un poste à l'emploi dans l'industrie sur les métiers techniques, sur 10 candidats, il y a 8 garçons et 2 filles. Voilà. Alors donc ça le veut challenge dire, des flux de recrutement, il est envoyez important. vos CV, hein. Envoyez vos CV dans ces organisations-là. Parce que si effectivement il n'y a pas de CV au départ, hein, s'il n'y a pas de lettre de motivation, il n'y a pas de sélection in fine. Donc allez-y. Hein. Voilà, donc vous avez tous les atouts pour y arriver. Il y a des représentations sur les métiers industriels. On sait qu'il y a en termes d'orientation, mais travailler dans l'industrie, les principales dimensions qu'il faut avoir pour travailler dans l'industrie. Bon, alors il y a évidemment la rigueur, puisque l'industrie, c'est fabriquer des produits pour satisfaire les besoins des populations. Quand on fabrique des produits à destination d'utilisateurs, il y a des dimensions de fiabilité, de sécurité, de précision, de qualité qui sont très importants et qui se déclinent dans l'ensemble des métiers qui sont exercés pour arriver à la production in fine de ces produits. Par ailleurs, il y a une diversité de métiers qui est très élevée. Quand on fabrique un produit pour satisfaire un besoin, il y a d'abord évaluer le besoin, être capable de comprendre le besoin du destinataire. Ça fait partie des métiers de l'industrie. Il y a la conception du produit pour répondre à ses besoins, donc des métiers de conception, de R&D, de développement.
il y a la fabrication, donc il y a des métiers de fabrication en fiabilité, en quantité, en qualité, en délai, qui soient compétitifs, on va dire. Et puis après, il y a tous les métiers transverses d'administration qu'il y a dans toutes les activités économiques. Donc travailler dans l'industrie, ça ne veut pas forcément dire être technicien ou être opérateur de production. Il y a une diversité de métiers très élevée. Et par ailleurs, dans cette diversité de métiers très élevés, donc il y a des qualités que vous avez absolument toutes, même si vous n'avez pas fait d'études scientifiques et techniques, pour pouvoir vous y épanouir. Alexandre, je me permets de raccourcir et de t'interrompre parce que justement, nous avons deux personnes qui incarnent complètement ces qualités. Et ce que j'aimerais, c'est que Laura, elle nous décrive une journée type et quelles sont les qualités que ça demande, cette journée type, tu vois, pour que vraiment le public comprenne ce que tu fais dans ton métier, qu'il te voit travailler. Alors, on fera pareil avec toi, Maëlane, comme ça tu peux préparer un peu en avance. Voilà. Juste avant de vous parler de ma journée type, je me permets, pour rebondir justement sur les propos d'Alexandre, qui étaient très intéressants, on se rend compte que plus de 75% des femmes se remettent beaucoup en question quand elles voient une offre d'emploi et ne vont pas postuler parce qu'elles ne répondent pas à 100% des critères qu'il y a sur cette offre. Alors que les hommes, eux, si ça les intéresse, ils vont y aller. Donc déjà, n'hésitez pas, mesdames. Donc moi, en fait, je ne suis pas tout à fait chef de projet, je suis manager au service projet, il n'y a pas de souci. Et justement, en tant que manager, c'est peut-être pas ma journée type, mais je m'occupe aussi des recrutements. Ce que je cherche quand je recrute quelqu'un, si la personne a les aspects techniques qui m'intéressent, c'est toujours un plus. Mais on a une industrie qui offre beaucoup de formations. Donc c'est pas quelque chose qui va être rédhibitoire. Ce qui m'intéresse, ça va être justement vos compétences. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous ? Est-ce que vous êtes motivé ? Déjà, si vous êtes ici, je pense que la réponse est oui. Est-ce que vous êtes une personne curieuse qui va s'intéresser justement à tout ce qu'on va vous apporter, à tout ce que vous allez devoir apprendre? Est-ce que vous êtes rigoureuse? Parce qu'effectivement, un service projet, on fait des choses qui demandent pas mal de rigueur. On fait beaucoup de planning qui norme toute la vie de la centrale. Quand est-ce qu'on produit de l'électricité? Quand est-ce qu'on s'arrête pour faire de la maintenance? Qui, quand, comment, dans quelles conditions, pour respecter la sécurité des intervenants, la sûreté de l'installation. Donc ça demande beaucoup de rigueur. Beaucoup d'adaptabilité aussi. Savoir faire ce qui est prévu et puis s'arrêter parce que tout d'un coup on a un aléa ou un fortuit comme on l'appelle dans notre entreprise. Donc voilà un petit peu les compétences qu'on recherche chez nous. Et là-dessus, je pense que beaucoup de gens sont capables de répondre à ce profil-là. Mais si je vous mets une offre de planificatrice ou planificateur dans l'industrie nucléaire, je pense que beaucoup d'entre vous auraient du mal à dire j'y vais. Est-ce que très rapidement, je peux ajouter peut-être l'esprit d'équipe aussi, parce que exactement, la collaboration, l'esprit d'équipe, ça fait aussi partie des choses. Les profils féminins ont beaucoup d'atouts sur ces sujets-là en termes de transparence, de loyauté, d'écoute des gens en interne dans l'entreprise, des qualités importantes. Ok, juste Laura, pour que le public ait une vision, si tu peux dire en une minute, comme si c'était un enfant de 6 ans à qui tu dois expliquer ta journée type de manageuse de projet. Voilà. Voilà, alors donc j'ai 2 métiers. Mon premier métier en tant que manager, ma journée type, ça va être en appui de mon équipe pour la gestion de leurs problématiques. Aller m'assurer que tout se passe comme prévu, être avec eux dans les bureaux, être sur le terrain pour s'assurer aussi qu'on a ce lien entre le terrain et ce qui se passe sur le papier, ce qu'on a prévu. Donc ça va être en tant que manager, donc j'ai des recrutements, ça va être la gestion aussi des formations, des compétences de mon équipe, de l'adéquation entre la charge et les ressources pour chaque projet. Et puis mon deuxième métier, c'est chef de chargement combustible.
Donc là, en fait, je suis dans la technique. Je suis dans le bâtiment réacteur, sur une machine au-dessus d'une piscine, avec un pilote, homme ou femme. Et je vais regarder avec des jumelles au fond de cette piscine où se trouve une cuve. Donc je suis à 40 mètres de hauteur par rapport à cette cuve. Et puis on va prendre avec la machine nos assemblages combustibles et je vais dire à cette personne, tel assemblage va à tel endroit, décale-toi de 5 mm sur la droite. Et puis ok, on peut descendre, on vérifie à quel niveau on est descendu. Et on va aller comme ça placer tous les éléments combustibles à leur place dans la cuve pour que notre entreprise fonctionne et pour vous fournir l'électricité. Dis donc, il y a de l'enjeu quand même derrière tout oui, ça. Oui, il y en a. Si tu ne mets pas au bon endroit, qu'est-ce qui se passe? Tchernobyl. Je vous rassure, on a des procédures. Donc on a des procédures à suivre, mais d'où justement la rigueur. Notre entreprise, oui, il y a beaucoup d'enjeux justement, et pour ça, on met beaucoup de choses en place, des procédures à suivre, du travail d'équipe, du contrôle entre équipiers, pour s'assurer que tout se passe dans les bonnes conditions. Et toi, Maëlan, donc raconte-nous une journée type avec son lot de réussite et puis son lot fortuit d'événements comme l'appelait Laura, c'est ça, des événements fortuits? Nous, on n'utilise pas un vocabulaire, on dit plutôt les emmerdes, mais bon. Donc c'est là que ça va être un peu compliqué parce que le métier que je fais est très large et chaque journée est différente, mais si je devais synthétiser à peu près, alors il y a des jours où je vais me rendre sur le chantier. Alors oui, pour précision, moi je travaille dans les centrales solaires, donc les champs avec tous les panneaux solaires que vous pouvez voir sur la route. Donc moi je construis ce genre de choses, et donc du coup on travaille sur tout l'est de la France. Donc je suis pas toujours sur le chantier, mais quand j'y vais, donc ça arrive à peu près 1 ou 2 fois par semaine, quand je vais sur le chantier, je parle avec mes équipes, je regarde ce qu'ils ont fait, leur avancement, etc. Parce qu'avec des photos, c'est pas toujours très représentatif. Donc je regarde ce qu'ils ont fait, on parle de l'avancement, réunion de chantier, enfin voilà quoi, pour l'avancement du chantier, etc. On règle aussi des problèmes s'il y a besoin. Et sinon, quand je suis au bureau, donc je vais traiter tout ce qui va être mes mails, les retours de réponses de fournisseurs ou du client, etc. Après, il va y avoir tout l'aspect aussi des livraisons, parce que du coup, il faut énormément anticiper, parce que quand les équipes sont sur le terrain, si elles n'ont pas le matériel pour travailler, le chantier, il n'avance pas, mais on a des délais pour respecter ce chantier. Et donc, voilà. Donc, on va avoir aussi cette partie-là, donc les commandes, planifier les livraisons, s'assurer qu'il y a quelqu'un pour les récupérer, tout ça. Et puis aussi, on va avoir, on va dire que le conducteur de travaux est le point central, entre guillemets, du chantier, c'est-à-dire qu'il va avoir une communication avec les équipes qui sont sur le chantier, donc pour le suivi, etc., mais aussi avec le client, pour être sûr de répondre à ses attentes, avec les fournisseurs, avec aussi la hiérarchie à l'intérieur de l'entreprise, parce que du coup, selon certaines entreprises, le conducteur de travaux gère aussi une partie des finances, donc des finances du chantier, donc du coup, voilà. C'est un chef d'orchestre, c'est un véritable chef d'orchestre. Et c'est ça qui est intéressant. Okay. Alors, je vais rester en questionnement de l'expérience, puis je reviendrai après vers toi, Alexandre. Je voudrais savoir, pour faire ces métiers-là au quotidien, si vous pouviez me donner chacune 3 qualités indispensables. Du coup, comme je le disais juste avant, de l'anticipation. Il faut savoir anticiper, essayer de prévoir les problèmes qui vont arriver pour que justement, ils n'arrivent pas et que le chantier coule tout seul, entre guillemets. C'est vrai qu'un chantier bien anticipé, souvent, il a beaucoup moins de problèmes une fois qu'il est en train de se faire. Ça, je me permets de revenir dessus. L'anticipation, c'est quelque chose que, mesdames, nous avons toutes. Pourquoi ? Parce qu'on gère un foyer. Et pour gérer un foyer, il faut sacrément d'anticipation. Et on le pratique au quotidien. Au quotidien, c'est dans nos gènes, c'est dans notre culture. La mère nourricière, elle remplit son frigo, elle anticipe ses repas du soir, du midi, à un mois, les invitations, etc. L'organisation, le judo de l'un, le mariage de l'autre, suivant les âges que vous avez. Ça, c'est de la pratique quotidienne. Donc ça, c'est une qualité qu'on a toutes.
Merci Maëlène de l'avoir souligné. Ensuite, je pense comme dans le métier d'Alexandre ou celui de Laura, il faut aussi de la rigueur qui va aussi de pair avec l'organisation pour respecter des délais, des montants, etc. Ou tout simplement pour savoir où on va, quand est-ce qu'on va faire telle chose ou pas, les contraintes que ça emmène, etc. Donc il y a aussi toute une partie d'organisation qui est aussi très importante. Et pour terminer, je dirais aussi que l'humain est très important parce que, mine de rien, donc on a, comme je le disais tout à l'heure, du contact avec beaucoup de gens, mais aussi on manage aussi des équipes qui sont sur le terrain. Donc il faut réussir à s'entendre avec la plupart des gens. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais réussir à pouvoir travailler avec tout le monde dans une bonne ambiance. Donc c'est pour ça le côté humain, même si c'est vrai que des fois, en tant que manager, il faut quand même intervenir pour mettre des stops. On ne peut pas forcément être très ami avec les personnes qu'on manage. Et Maëlène, 23 ans sur les chantiers, dans les travaux et tout ça. Moi, j'ai quand même une image des gros lourdingues, on va pas faire de caricature, mais quand même sur les chantiers, ça sent la sueur, c'est musclé. Comment tu t'en sors avec représentation. Voilà, non mais voilà, on est dans la caricature. Comment tu t'en sors, Maëlène? Dis-nous, quand tu dis ton côté humain et tout, faut que tu nous racontes tes trucs. Peut-être que c'est vrai que comme ça, les équipes qui sont plus sur le terrain peuvent paraître un peu brutes de décoffrage, mais en vrai, ils sont tous très gentils et franchement, j'ai pratiquement jamais eu de problème sur le fait que je sois jeune ou que je sois une femme. On a toujours été sympathique avec moi comme avec un autre, et peut-être même plus à vouloir essayer de viens voir, je vais t'expliquer, etc. Et ils me montrent parce qu'ils ont vraiment envie de me transmettre, et c'est pas pour me prendre de haut ou quoi. Donc franchement, j'ai pas vraiment de problème sur ce côté-là, et si j'en ai, il suffit juste de prendre les personnes à part et de régler le problème. Ok, Alexandre, c'est pour toi. Qu'est-ce que ça apporte une Maëlène dans une équipe? Qu'est-ce que ça fait? Alors, si mesdames, vous êtes attendues dans l'industrie, c'est aussi parce qu'il est prouvé que la mixité, en fait, renforce la performance dans les équipes, en particulier dans les univers de production. Mais c'est vrai aussi. Tu peux le répéter ça? La mixité dans les équipes renforce la performance. Vous avez tous entendu. On peut applaudir cette phrase merveilleuse. Moi, j'aime beaucoup, là. Alors, c'est vrai en particulier dans l'industrie, c'est vrai certainement dans d'autres secteurs qui sont genrés, on va dire, ou qui souffrent de représentation genrée. Mais oui, l'efficacité d'une équipe de production, de R&D, sur chantier, dans l'entreprise, gagne quand il y a de la mixité réelle et équilibrée dans l'entreprise. Donc c'est aussi un des axes d'amélioration de l'emploi existant dans l'industrie. Il y a les besoins de recrutement. D'abord, il y a des besoins de recrutement importants et pérennes dans l'absolu, dans l'industrie en France, parce qu'il y a des objectifs de reconquête industrielle, on en entend beaucoup parler dans la presse, et donc il y a besoin pour ça de pouvoir compter sur des profils qualifiés et motivés pour travailler sur les enjeux de l'industrie. Je voudrais insister sur ce point, sur le sens des métiers industriels, parce qu'on n'a pas beaucoup encore parlé de sens des métiers, mais c'est très important d'en parler. Si vous avez envie de contribuer à tous les grands enjeux de notre monde contemporain, que ce soit la mobilité décarbonée, que ce soit la gestion des ressources de la planète, que ce soit l'eau, que ce soit la santé, que ce soit l'alimentation, c'est dans l'industrie que vous pourrez y contribuer de façon réelle et positive, si je puis dire, puisque la réponse à tous ces enjeux contemporains, elle est très souvent dans des solutions industrielles. Alors qu'on a parfois la représentation que les problèmes viennent de l'industrie, la réalité c'est que les solutions seront trouvées dans l'industrie. Donc si on veut être réellement opérant dans ces grands enjeux sociétaux, encore une fois, je redis ce que je disais tout à l'heure, l'industrie c'est concevoir et fabriquer des produits pour répondre aux besoins des populations. Donc les besoins, évidemment que l'activité industrielle elle est connectée aux enjeux du monde contemporain. Donc y travailler, c'est aussi contribuer à trouver des solutions pour ces grands défis de notre siècle.
C'était important vraiment de souligner ça parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en quête de sens, hein, utiles à soi d'abord, utiles aux autres, utiles au monde. Donc s'il y a un levier d'action dans cette industrie, oui, allez-y, hein, prenez votre place, installez-vous dans cette industrie. Pour provoquer, je dis souvent, si tu es jeune et écolo, viens travailler dans l'aéronautique, parce qu'on ne va pas faire disparaître les besoins de mobilité des populations comme ça du jour au lendemain. C'est une aspiration de l'homme. En revanche, le challenge, c'est d'arriver à trouver des mobilités décarbonées. L'avion peut devenir le premier moyen de mobilité décarbonée, bien plus finalement que le train qui nécessite des infrastructures terrestres très importantes ou encore plus que les véhicules. Donc si une personne attachée à l'environnement veut contribuer réellement à satisfaire les besoins de mobilité sans dégrader la planète, il faut venir travailler dans l'industrie pour essayer de trouver des solutions le plus vite possible. Okay. Si je peux me permettre de rebondir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, Alexandre, à propos de la mixité, si je pourrais apporter un petit truc aussi, c'est que j'entends souvent dire dans mon milieu que les personnes autour de moi, les hommes, aiment bien travailler avec des femmes, peu importe leur poste, parce qu'elles apportent quelque chose de différent, une façon différente de réfléchir, une organisation différente, et que des fois aussi peut-être c'est plus facile de discuter aussi. Donc voilà, c'est juste pour dire que en plus de ça, beaucoup d'hommes sont quand même ouverts à ça et apprécient le fait de travailler avec des femmes. On porte beaucoup de soft skills en nous, hein, qui sont l'empathie, l'ouverture, l'écoute, la bienveillance, tout ça, toute cette part de féminin qu'on a en nous et en pratique, qui aujourd'hui, dans ce nouveau monde des organisations, est très attendue. Hein, parce qu'on est passé trop du hard skills et cerveau, je dirais, cerveau gauche très formaté dans la raison, dans la construction, à justement l'oubli de tout ce que ça génère comme mouvement, les émotions, puisque émotion, ça vient de Movaré, et c'est mise en mouvement. Hein. C'est avec les émotions qu'on se met en mouvement et non pas avec la tête. Avec la tête, on raisonne, on comprend. Avec les émotions, on avance. Oui, puis hard skills, il y a toujours des solutions hein, dans l'industrie. Il y a énormément de parcours de formation. Là, je pense qu'il y en a qui sont présents aussi ici. Et vous pouvez vous renseigner à la Maison de l'Industrie, à l'UMM. On a des parcours de formation pour tous les niveaux, pour tous les âges, pour tous les parcours précédents, pour tout, que ce soit opérateur de production, technicien supérieur, ingénieur. Donc ça, ce sujet-là, on trouvera toujours des solutions. Ce qu'il faut, c'est avoir envie de contribuer et avoir les aptitudes. Et ça, en effet, il n'y a aucune raison de penser, bien au contraire, que sur ces soft skills, les femmes ont des qualités, des aptitudes qui sont très adaptées aux besoins de l'industrie. Effectivement, votre chemin n'a pas besoin d'être linéaire. C'est pas parce que vous êtes engagé dans une voie que vous avez besoin de tout recommencer à zéro. Donc on a beaucoup de parcours croisés et on embauche beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec l'industrie en premier lieu, n'ont pas nécessairement fait un stage ou une alternance dans quelque chose de similaire et viennent d'un monde complètement différent. Exactement ce qu'Alexandre vient de dire, ces compétences-là, elles peuvent facilement se gagner en interne. Le reste, ce qui fait que vous êtes vous, ça par contre, ça reste individuel et c'est ça qui nous intéresse. Tu as des exemples très concrets de personnes qui viennent d'univers complètement différents et que tu as dans ton équipe ? Oui, tout à fait. Dernière embauche donc en tant que planificatrice de projet en centrale nucléaire, ophtalmo. Ophtalmo. Quoi d'autre ? Rien à voir. Des gens qui étaient dans le commerce. Voilà, donc pareil, encore une fois, des choses assez différentes. Oui, alors il y a une question. Hop, est-ce qu'il y a un micro volant ? Vous pouvez intervenir, hein, c'est ouvert. Donc, qu'est-ce qui vous a fait retenir ce profil-là ? Voilà. Exactement, en fait, ce que je disais avant, la personne. La personne qui a su me montrer qu'elle était prête à s'investir déjà pour apprendre ce nouveau métier, qui avait cette motivation, cette curiosité pour notre métier qui est un peu plus
technique sur des champs très différents du sien. Et puis après, le fait que, donc moi j'ai des gens qui travaillent en équipe, donc elle a mis en avant des preuves de compétences, de collaboration. C'est quoi les preuves de compétences de collaboration? Qu'est-ce que tu peux mettre derrière comme qualité? Si tu peux mettre 2 qualités. Alors, 2 qualités. C'est vraiment des compétences humaines, mais le fait d'être capable de travailler justement dans une équipe, dans un open space, et pas se dire, moi j'ai besoin d'être sur ma tâche, sinon je ne sais pas faire. Être capable d'avoir chacun son petit morceau, mais qui forme une vision commune, d'être une part d'un tout. Voilà, ça montre un esprit de collaboration. Effectivement, nous, le service projet, on est un petit peu au centre des choses et on travaille avec tous les métiers. Et on a besoin de pouvoir comprendre leurs contraintes, leurs besoins, pour planifier au mieux tout le travail qui va être à réaliser. Ok. Est-ce qu'on peut aller maintenant sur peut-être un truc qui gratouille, c'est-à-dire quelque chose que vous avez rencontré qui n'était pas très cool, que vous avez dû aller au-delà, affronter Est-ce que vous avez quelque chose comme ça, une anecdote à raconter? Oui, donc effectivement, le milieu que j'ai choisi était très masculin. Déjà, quand je faisais mes études, ma promo, 120 personnes, 8 filles. Dans ma spécialité, 80 personnes, 2 filles. Donc on se sent un petit peu seul, mais quelque part, du coup, on s'attend à être un petit peu challengé, à être vu comme une femme. Voilà. Donc, mais ça, c'est de la part des hommes. On ne s'attend pas forcément toujours à ce regard de la part d'une autre femme. Et je me souviens une fois, en réunion, j'explique quelque chose de technique devant tout le monde, donc une quinzaine de personnes, tous métiers confondus. J'explique une problématique, je développe, on parle d'action, de suite. Et juste après ça, ma chef de l'époque, qui me dit dans ta présentation, t'étais quand même drôlement froide. Je la regarde, je dis froide, je comprends pas. J'avais le même ton que mon collègue d'à côté, mais avec lui, c'est juste être professionnel. Avec moi, c'est froide. Donc, venant d'une femme, c'était difficile à entendre. Voilà. Mais on sait que dans l'industrie, on s'attend effectivement à ce genre de remarques. Et puis, comme Aylan l'a dit, au final, des fois, les hommes vont plus vous inclure et attendre de vous et bien vous écouter. Et c'est les femmes qui risquent d'être plus dures avec vous. Alors, il y a une volonté d'intervenir là. Quelle est ta question Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'une connaissance très pointue des métiers. Donc, alors, je vais répéter la question, c'est est-ce qu'elle avait... D'où elle vient, en fait? D'où elle vient et pourquoi quelle a été son impulsion à cette femme ophtalmo? C'est ça, la question? Alors, comment cette femme ophtalmo est venue à postuler? Effectivement, elle a postulé directement sur le poste. Alors, c'est forcément une question qu'on pose en entretien. Reconversion professionnelle, c'est toujours intéressant. Donc, quelles sont vos motivations? Elle, ses motivations, c'était pareil. Elle s'est toujours posé beaucoup de questions par rapport au milieu du nucléaire. Elle avait fait quelques recherches. Elle trouvait ça intéressant. Ce qui est bien aussi dans un entretien, c'est vous venez postuler, mais vous venez aussi sonder un peu l'entreprise, l'employeur qui est en face de vous. Donc, vous pouvez aussi poser des questions, ce qu'elle a fait. Et elle voulait vraiment... ce qu'on avait mis dans l'annonce sur la planification, sur justement toutes ces soft skills qu'elle avait vues, elle s'est identifiée dedans. Elle s'est dit, bon, le travail a l'air intéressant, pourquoi pas?
l'entreprise a l'air intéressante, pourquoi pas, je vais postuler, je vais avoir une discussion, et de là, on verra. Votre premier réflexe, je pense, c'est normal, hein, c'est d'aller regarder les hard skills. Est-ce que j'ai les compétences concrètes? Et je pense que le truc, c'est de changer son mindset, c'est-à-dire, est-ce que j'ai les soft skills? En sachant que les hard skills, je les apprendrai. Mais est-ce que j'ai les soft skills? Est-ce que le secteur m'intéresse et est-ce que j'ai les soft skills? Vraiment changer cette façon de voir les choses. Je voudrais revenir juste, Laura, sur ton anecdote parce que je la trouve forte et puissante. C'est ensemble, les femmes, dans une sororité qu'on avancera. Si on commence à se tirer dans les pattes les unes des autres alors qu'on est deux dans une assemblée de 40 hommes, bah, c'est pas fair play. Donc qu'on l'ait tous en tête, ça, c'est toute cette solidarité féminine qui est attendue parce que c'est encore plus dur quand elle n'est pas là. Donc voilà, soyons là dans ces postes-là et soyons là en bienveillance et en soutien les unes par rapport aux autres. Est-ce que Maëlane, tu as toi une anecdote à raconter? Ouais, j'ai aussi une anecdote. Et pour le coup, je vais pas raconter une anecdote de quelque chose qui m'est arrivé au travail, mais plutôt la vision qu'ont eu mon entourage quand j'ai décidé de travailler dans ce milieu-là. En fait, donc, du coup, quand j'ai décidé, c'était à peu près au lycée, donc j'étais quand même jeune encore. Et parce que maintenant, elle est très âgée, 300 ans, on non, l'a mais tous vu. Je veux dire, au moment où j'ai choisi de travailler dans ce milieu-là et que j'ai commencé à l'annoncer, entre guillemets, à en parler autour de moi, je me souviens qu'il y a certaines personnes de ma famille ou même mon copain de l'époque qui m'a dit mais t'es pas capable de faire ça, pourquoi tu veux faire ça, t'y arriveras jamais. Et en fait, je me suis dit mais waouh. En fait, je me suis dit il n'y a personne qui peut savoir ce que je peux faire ou que je peux pas faire, il n'y a que moi. Parce qu'il n'y a que moi qui sait en fait de quoi je suis capable, etc. Et même si j'ai envie de me surpasser, de me lancer un défi, je le fais. Il n'y a que moi qui est maître de ça. Et du coup, ça m'a encore plus motivée, je pense. Et voilà. Et en fait, moi, j'étais sûre de mon choix parce qu'en fait, en découvrant un petit peu plus, en faisant mes recherches, etc., pour découvrir un peu qu'est-ce que c'est le BTP, en fait, j'ai commencé un peu à me passionner pour à peu près tout ce que je peux trouver. J'ai commencé, quand je marchais dans la rue, à regarder un petit peu l'architecture des maisons ou des monuments, etc. Ou quand il y a des travaux dans la rue, je m'arrête, je regarde comment ils font, etc. Et donc, en fait, c'est aussi ça qui m'a poussée vers ce métier-là et de me dire, OK, en fait, la vie des gens, je m'en fiche parce que ce que je fais me passionne et c'est important pour moi, en tout cas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai quand même continué malgré qu'on m'ait dit que j'en étais pas capable. Je pense qu'aujourd'hui, ils me regardent et ils ferment leur clapet. Bravo, hein, on peut l'applaudir là-dessus. Et je vais juste, à la suite de ça, avant de donner la parole à Alexandre, vous donner juste un petit truc. C'est Claude Allègre qui disait il y a 3 étapes à franchir quand on est une femme, qu'on entreprend ou qu'on sort de sa zone de confort, entre autres. Il n'associait pas ça aux femmes, il associait ça plus à la création d'entreprises. Le premier, c'est ce que nous a dit Maëlane, c'est les personnes qui sont dubitatives. Ah, tu crois, tu vas vraiment pouvoir, etc. Est-ce que tu es vraiment bien sûr? C'est vraiment un métier, tu sais, c'est pas vraiment un métier féminin. Il va y avoir des hommes, tu vas avoir des problèmes, etc. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le conformisme. C'est-à-dire, une fois que vous avez été embauché, il faut se conformer à être dans un rôle de. Et la troisième, une fois qu'on est bien installé, comme Laura et Maëlane, c'est en fait la jalousie. C'est comment tu as pu, comment tu as réussi, etc. Donc ces 3 étapes, c'est bien de les avoir en tête, parce qu'en fonction de là où vous en êtes, vous allez les progresser et avancer. Alexandre, est-ce que le témoignage de Laura et Maëlane certainement évoque plein de choses chez toi très concrètes? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors c'est tout à fait éloquent et concret, en effet, et c'est assez représentatif. Alors,
on a aujourd'hui, encore une fois, une répartition des emplois dans l'industrie qui est très majoritairement masculine, en particulier dans les univers de production. Et donc c'est vrai que les femmes qui y travaillent aujourd'hui ont souvent des profils un peu de pionnières. Et c'est le cas, moi je trouve, de vos témoignages à toutes les deux. Mais il y en a beaucoup d'autres et ça apporte aussi, même si ça a vocation à disparaître, puisque les pionnières, au fur et à mesure que ça s'équilibrera, l'emploi dans l'industrie, ce seront moins des pionnières, mais ça donne à la fois un sentiment de fierté et c'est admirable. Et je vais vous donner un petit tuyau pour celles que ça intéresse. On a développé un outil, un jeu qui s'appelle Fort Industrie, qui au départ est à destination plutôt des publics scolaires, des collégiens, des lycéens, pour leur faire découvrir. L'idée, c'est de créer un métavers qui représente de façon imaginaire, un imaginaire de l'industrie, avec ses grandes fonctions sociétales. Et dans chacune de ces fonctions, on trouve des entreprises, et dans chacune de ces entreprises, on trouve des témoignages de personnes qui y travaillent et qui viennent expliquer ce qu'elles font et pourquoi elles y trouvent de l'intérêt. Donc c'est pas du tout centré sur l'activité de l'entreprise et la performance de l'entreprise, c'est vraiment centré sur le métier. Ça s'appelle Fort Industrie, comme Fortnite, F-O-R Industrie. Fort Industrie, il y a des applis sur les smartphones, vous pouvez télécharger l'appli, vous pouvez aller voir, donc on se balade librement. Donc on a fait un jeu pour les scolaires en fait où ils gagnent des points, plus ils voient de vidéos, plus ils gagnent de points, plus ils vont au bout, plus ils gagnent de points, et après il y a des témoignages métiers, etc. Mais en dehors des périodes de jeux scolaires, c'est accessible à tout le monde, en visiteur, en invité, en fait en mode invité, et ça permet de se faire une très bonne idée de ce que vivent les gens qui travaillent dans l'industrie. Parce que c'est vrai que ce sont des métiers qui sont méconnus, qui s'exercent généralement pas dans les univers dans lesquels on vit, dans des zones industrielles un peu cachées, soit pour des raisons de sécurité, de sûreté, soit pour des raisons de confidentialité d'activité, toutes les industries aéronautiques ou de défense par exemple. Donc on connaît mal ces métiers. Et de voir les gens qui les exercent s'exprimer, comme vous l'avez très bien fait toutes les deux, c'est intéressant. Et il y a beaucoup de femmes qui témoignent sur ces différents métiers. Puis ça vous donnera en plus des illustrations de quel type d'entreprise il y a dans l'industrie et celles qui sont autour de chez moi, puisqu'il y a un monde qui est le monde de Nouvelle-Aquitaine, donc qui présente à travers des salariés, des expériences de vie, les activités industrielles autour de chez nous. Donc Fort Industrie sur les smartphones et sur Internet. Ok. Bah, du coup, un autre conseil, là, avant que cette conférence se termine, si toutes, là, elles veulent envoyer leur CV quelque part ou commencer ready to action, qu'est-ce qu'elles font? Chacun un conseil des uns et des unes et des autres. Un conseil. EDF recrute. Ça veut dire que la conférence est finie? Non. Ah, c'est un téléphone. Ah bon, c'est un téléphone qui sonne. Ok, pardon. 5 minutes. Merci Valentine, merci. Voilà. EDF recrute, site pour EDF, sur lequel vous pourrez voir aussi toutes les offres alternance, CDD, CDI, voilà, tout ce qu'on propose, pas juste à l'échelle des centrales nucléaires, mais à l'échelle du groupe. Et oser. Oui, voilà, ça c'est un peu mon conseil, du coup, c'est vraiment oser. Mesdames, n'hésitez pas, ou même messieurs, du coup, pour faire des métiers plus de femmes, on va dire, vraiment, n'hésitez pas. Si vous êtes motivés, moi, je pense que avec de la motivation, forcément, en fait, on s'intéresse. Et donc, si on s'intéresse, on va vouloir apprendre, etc. Et donc, forcément, progresser. Et voilà, pour moi, c'est vraiment important. N'hésitez pas. Vous avez chacun ou chacune vos compétences que vous avez déjà apportées à nos milieux et vraiment voilà, faut pas hésiter et au pire vous essayez, alors, vous risquez rien. Elles vont où si elles veulent faire quelque chose là. Donc chez FH, elles vont où? Qu'est-ce qu'elles font? Alors, tu as un lieu où elles peuvent déposer les candidatures ou alors, comment ça se passe? Je sais que moi du coup par exemple pour avoir postulé, j'avais postulé sur le site des FH directement, en fait ils mettent leurs offres et il y a aussi la possibilité de mettre des candidatures spontanées, ce qui a été mon cas et pour le coup ça a marché parce que j'ai été rappelée derrière. Donc ils les regardent aussi, les offres qu'ils mettent, ils regardent les résultats et ils contactent derrière les profils qui les intéressent. Et c'est quoi la meilleure façon de se présenter? Il faut être classique, il faut sur le CV, la lettre de motivation. Est-ce qu'il y a des choses qui sont attendues un peu à mettre, à valoriser, à mettre en avant? Alors ce qu'il faut mettre en avant,
Pour moi, c'est vraiment le fait d'être soi-même et donc de le montrer à travers que ce soit une lettre de motivation ou un CV. Voilà, je sais que par exemple pour un CV, c'est assez cadré, etc. Et il y a des couleurs ici à respecter si vous avez envie que votre CV soit rose ou soit vert fluo. Par exemple, pour moi, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas que ça freine. Il faut que ce soit vous-même. Il faut que votre CV et votre lettre de motivation vous ressemblent. Parce que c'est aussi ça qui est important. On regarde évidemment les compétences, mais on regarde aussi ce que la personne va nous apporter personnellement dans le travail, et aussi pour qu'il y ait une bonne ambiance au sein de l'équipe, parce que tout comme la mixité, je pense qu'une bonne ambiance est aussi, j'ai pas le mot, mais pour dire que ça développe aussi le travail et ça l'améliore. La cohésion, peut-être. Oui, c'était ça, Voilà. merci. Ok. Alexandre, le mot de la fin, des trucs, des astuces, vous, toi qui es le président de la Maison de l'Industrie, voilà, deux tuyaux, donc il y a le Forum Industrie, on en a parlé, il y a un job board, l'industrie recrute, allez voir, il y a beaucoup d'opportunités près de chez vous. L'industrie est très dynamique dans la métropole bordelaise, il y a beaucoup de besoins de développement d'activités et de l'emploi pérenne, diversifié, donc allez y voir, il y a vraiment des opportunités avec des opportunités en particulier pour les profils féminins, tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et puis la Maison de l'Industrie de Bordeaux, l'UMM, on fait des parcours découvertes des métiers. Si vous voulez creuser le sujet, allez voir dans un atelier comment ça fonctionne, allez rencontrer des gens qui travaillent pour des échanges à bâton rompu et pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. On a des dispositifs qui sont faits pour les profils en reconversion, pour venir découvrir les univers industriels et pouvoir prendre le temps de la réflexion et voir si ça correspond réellement à vos attentes et à vos appétences. Voilà, donc n'hésitez pas, on sera toujours content de vous accueillir. Merci beaucoup. Une grande porte ouverte. J'ai entendu. Ah, il y a une question. On a encore le temps, Valentine, pour une question ou pas? Ok, on la prend. 4 minutes. Est-ce qu'il y a une personne type? Je crois, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était vraiment très ouvert en termes de diplôme, en termes de parcours. Donc, est-ce qu'il y a, si on fait une caricature, mais ça m'embête un peu parce que je voulais fermer cette intervention sur de l'ouverture. Donc, on va faire une caricature qui sera vraiment une caricature, hein. L'idée principale, c'est que vous pouvez toutes y aller. Non, voilà, effectivement, il n'y a pas de parcours type. Quand je regarde un CV, j'attends pas certains points particuliers de formation ou autre. Et justement, le titre de la conférence, c'est ces métiers auxquels les femmes ne pensent pas. Donc, je vous dis, ne vous fermez pas dans une boîte par rapport à vos études, par rapport à vos expériences. Toute expérience est bonne à prendre. Et restez ouverte, osez sortir un petit peu de votre zone de confort, osez aller regarder que ce soit une entreprise ou un métier auquel soit vous n'avez pas pensé, soit vous dites non, un truc comme ça c'est pas pour moi, c'est pas possible. Osez, voilà, allez un peu plus loin, faites un peu de recherche, n'hésitez pas à contacter les services. Je pense que pour vous aussi, c'est la même chose. Il y a des gens qui seront là pour répondre à vos questions. Et puis, on vous attend du coup. Et sachez aussi que certaines entreprises proposent des formations en interne pour se spécialiser un petit peu plus sur certains aspects. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est possible. Ok, le mot de la fin, ça sera « Allez-y ». Merci. Merci.